Eh bien, mes chers collègues, nous poursuivons notre fin de soirée consacrée à Paris avec la présence de Monsieur le Général Joseph Dupré-Latour, commandant la brigade des sapeurs-pompiers. Donc, mon général, nous vous remercions d'avoir accepté d'éclairer les travaux de la commission d'enquête. Vous avez à vos côtés le colonel Troel, qui est chef d'état-major de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Vos personnels ont été grandement sollicités à l'occasion des manifestations et des rassemblements du printemps dernier. Ils ont dû intervenir souvent dans des circonstances plus que délicates dans leur mission de secours aux personnes, mais aussi, et c'est la conséquence de la propension des fauteurs de troubles à allumer des feux, dans leur mission de lutte contre les incendies à différents moments. Mon général, un questionnaire vous a préalablement été transmis par notre rapporteur, M. Boudier. Toutes les questions qu'il contient ne pourront être évoquées oralement de manière exhaustive ce soir. Donc je vous invite par conséquent à nous communiquer ultérieurement les éléments de réponse de manière écrite. Et avant de vous faire prêter serment et de passer la parole au rapporteur, il me revient de vous poser les deux premières questions de cette audition. En général, en premier lieu, pourriez-vous nous résumer le sentiment de vos troupes face au printemps qu'elles ont dû vivre ? Il y a sûrement eu de la lassitude, peut-être aussi de l'épuisement, de la peur sans doute aussi. Mais comment qualifier au mieux le ressenti de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris devant ces événements que l'on peut qualifier d'exceptionnels, plus particulièrement à partir du 16 mars dernier. Ma seconde interrogation portera sur le front spécifique des incendies. Nous avons vu qu'incendier des poubelles avait pu devenir un moyen d'action violente privilégié dans les rues de Paris, notamment en fin de journée et en soirée. Avez-vous identifié des occurrences au cours desquelles ces incendies volontaires avaient menacé la vie de tiers, qu'il s'agisse d'habitants ou de passants? Et si oui, quelles ont été les circonstances de ce qui aurait très bien pu dégénérer en véritable drame? Et savez-vous si des conséquences en ont été tirées depuis? Alors, avant de vous passer la parole, mon général, et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vous prie d'allumer votre micro, de lever votre main droite et de dire « Je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, mon général. Et si le colonel Troel est amené à prendre la parole à un moment ou à un autre, on va peut-être anticiper. Donc, mon colonel, je vais également vous demander de prêter serment. Je le jure. Merci beaucoup, mon colonel. Et donc, sans tarder, je vous passe la parole, mon général, avant de la passer à monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci pour l'invitation qui m'a été faite de pouvoir témoigner de ce que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a vécu au cours de cet hiver de manifestation. Alors, vous m'avez posé deux questions, mais est-ce que je peux peut-être introduire un petit peu ce qu'est la brigade avant, Monsieur le Président? Bien sûr, parce que je ne sais pas si vous connaissez précisément ce qu'est la brigade. Je pense que ça peut être utile pour l'ensemble d'entre nous, puisque effectivement, il y a cette particularité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et qui est d'ailleurs commun avec, d'une certaine manière, avec les marins-pompiers de Marseille. Bon, voilà, Monsieur le Président, vous avez une connaissance parfaite. Bon, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au commencement, cette idée originale de Napoléon Ier, à la suite de l'incendie de l'ambassade d'Autriche, qui a lieu en juillet 1810, au cours duquel il y a malheureusement une centaine de victimes décédées. Napoléon Ier diligente une enquête, et cette enquête, elle en conclut à 4 absences des gardes-pompes du sieur Ledoux, qui était le patron des gardes-pompes de Paris à l'époque. 4 absences. La première absence, c'est l'absence de discipline. La deuxième absence, c'est l'absence d'encadrement. L'absence ensuite d'entraînement, ce que maintenant on appelle la préparation opérationnelle. Et enfin, la quatrième absence, l'absence de motivation. Donc des gens pas disciplinés, pas entraînés, pas motivés et mal encadrés.
Et donc, l'empereur décide de militariser et de former un bataillon de sapeurs-pompiers à partir de ces unités qui accompagnaient ses troupes en campagne. Et c'est ainsi que le 18 septembre 1811 est créé le bataillon de sapeurs-pompiers de Paris. Et depuis donc bientôt 212 ans, je pense que mes prédécesseurs, à commencer par le capitaine Père, parce qu'au départ c'était un capitaine qui était, voilà, maintenant c'est un général, mais à l'époque c'était un capitaine, le capitaine ingénieur Père, a eu le souci de travailler sur ces 4 absences. Et on continue à travailler. Et je vais vous présenter la brigade avec 6 caractéristiques qui sont fondées aussi à chaque fois sur ces 4 absences qui avaient été identifiées par la commission d'enquête. Première caractéristique, bon, vous l'avez vu, 1811-2023, la brigade est bicentenaire. Et donc, depuis plus de 200 ans, il a fallu s'adapter aux évolutions de la plaque parisienne. Voilà, au départ, on est sur Paris, vraiment le cœur de Paris. Et d'ailleurs, si vous vous promenez dans le cœur de Paris, les vieilles casernes parisiennes, les plus vieilles, la caserne par exemple du Vieux-Colombier dans le 6e arrondissement ou la caserne de Sévigné dans le 4e arrondissement sont l'une dans un ancien couvent et l'autre dans un ancien hôtel particulier. Donc ce n'étaient pas des casernes construites en tant que telles comme casernes. Et puis Paris s'agrandit, le régiment en accord avec le préfet de police de l'époque, puisque dès le départ on est sous le contrôle du préfet de police, le régiment construit de nouvelles casernes. Et si ensuite, c'est surtout à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il y a un certain nombre de casernes au fur et à mesure que Paris agrège finalement les faubourgs et que Paris grossit. Et puis en 1967, Paris, la brigade devient ce qu'elle est avec l'élargissement aux 3 départements de la Petite Couronne. Voilà. Et pourquoi ils construisent des casernes? Parce qu'en fait, ils se rendent compte, et c'est utile pour cette audition, ils se rendent compte que ce qui importe, c'est la rapidité d'exécution. Il faut qu'on soit près du risque. Et c'est pour ça qu'on construit des casernes dans les faubourgs, parce que le risque est dans les faubourgs. Il faut donc que les pompiers soient près des faubourgs et donc près du risque. Donc la première chose, c'est que le temps est un facteur clé de succès. C'est vu par mes prédécesseurs quand ils se construisent des casernes. Et qu'il faut donc prépositionner des forces au plus près du risque. Deuxième caractéristique, la brigade est militaire. C'est pour ça que je suis en tenue de général de l'armée de terre. Et donc ça signifie un statut particulier, la discipline, on a parlé, la neutralité politique, bien entendu, pas de droit de grève, pas de droit de manifester en tenue, voilà. Pas de droit de retrait, on l'a vu aussi lors du Covid. Et des aptitudes particulières qui sont la planification, et puis une certaine jeunesse. Et ça me permettra de répondre à votre question sur l'état d'esprit de mes troupes. Une certaine jeunesse. En moyenne, la brigade, c'est 30 ans d'âge moyen, et ça, c'est y compris l'âge général, si vous voulez. Donc en fait, l'âge dans les compagnies est plutôt de 28, 29 ans. Voilà. Donc c'est une jeunesse, et puis une certaine précarité. 84% des militaires de la brigade sont sous contrat. Donc il n'y a pas de CDI, et il y a encore moins de fonctionnariat, quoi. Voilà. Et puis le fait d'être militaire, c'est au service de la nation. Les intérêts supérieurs de la nation, ça fait partie du statut général des militaires. Voilà. L'armée est là pour défendre les intérêts supérieurs de la nation. On est un peu le dernier recours. Et ça aussi, c'est important aujourd'hui face à vous pour dire que voilà, dans certaines circonstances, c'est important que les sapeurs-pompiers de Paris soient militaires pour défendre les intérêts supérieurs de la nation. Donc pas de grévistes. Normalement, pas de manifestants, néanmoins, voilà, ils étaient libres de manifester à titre personnel, voilà, mais je ne pense pas qu'il y en ait eu. En tout cas, s'il y en a eu, j'espère que ce ne sont pas eux qui ont lancé des pavés sur les forces de l'ordre ou sur nous, mais voilà, en tout cas, ils ne sont pas visibles. Et puis une doctrine d'emploi, parce que les militaires ont une doctrine d'emploi, des règlements opérationnels, etc., avec des règles de sécurité, des schémas tactiques d'intervention, etc., qui sont appliqués et qui sont importants pour nous. Troisième caractéristique, il y en a 6, est interdépartementale. Donc je vous l'ai dit dans ma petite introduction, en 1967, on agrège les 3 départements de la Petite Couronne. Et donc maintenant, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est 8600 personnes. Donc c'est gros. Et comme on est interdépartemental, on peut, en fonction du risque, on peut, si vous voulez, alléger un peu la couverture opérationnelle sur un département pour faire effort sur un autre endroit. Parce qu'on est interopérable, parce que le sapeur-pompier qui travaille à La Courneuve a été affecté peut-être 3 ans avant à la caserne de la Rue Blanche, et donc il est habitué à travailler avec les personnes de son groupement, mais même avec les personnes des autres groupements. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. On a la QSR qui est identique, que ce soit à Tremblay en France ou dans le 7e arrondissement de Paris. C'est-à-dire, grosso modo, les mêmes engins, les mêmes équipages et le même délai d'environ 10 minutes pour intervenir. Interopérabilité, donc possibilité de renfort massif et capitalisation d'expériences diverses, puisque les sapeurs-pompiers font à la fois de Paris et de la banlieue, et ce n'est pas tout à fait le même métier, ce n'est pas tout à fait les mêmes risques à Paris et en banlieue.
Quatrième caractéristique, une intégration donc voulue par l'empereur Napoléon, une intégration dans la préfecture de police. Et en plus, un centre d'appel commun avec la préfecture de police, avec la DESPAP notamment, puisque c'est le centre d'appel qui est dans le 17e arrondissement. Cette intégration avec la préfecture de police, elle se traduit concrètement par mon rôle à moi, c'est-à-dire que 3 fois par semaine, je suis en réunion avec le préfet de police, je connais parfaitement le DOPC, la DRPP, la DESPAP, etc. Donc c'est important qu'au niveau sommital, tout le monde se connaisse, se parle, etc. Et ça répondra à une question qui était dans le questionnaire posé par le rapporteur. Et puis, ce travail commun de pair entre les pompiers et les autres services de la préfecture de police, il se fait aussi à tous les échelons. Il se fait au niveau des officiers, il se fait aussi au niveau des opérateurs du centre opérationnel, puisque quand on prend un appel 18, on est dans la même salle que la personne qui va prendre un appel 17. Voilà. Et les appels 112 sont partagés soit par des pompiers, soit par des pompiers, soit par des policiers en première intention. Et cette intégration, elle se vit très bien au sein de la préfecture de police et elle nous a permis de réaliser 500 000 interventions l'an dernier, donc à peu près une intervention par minute. C'est 1365 par jour. Je le dis parce que comme après, je vais donner le nombre de feux, finalement, si vous voulez, c'est un nombre qui peut paraître important pour vous, mais comme des feux, on en fait à peu près 12 000 par an. Voilà, je vais vous donner un nombre, je vous le dis tout de suite, on a fait 1500 et quelques feux pendant les 25 manifestations auxquelles on a participé. Mais finalement, 1500 et quelques feux, quand on en fait 12 000 par an, c'est pas non plus, c'était pas l'enfer, quoi. Voilà. Et comme on en fait 12 000 par an, on est assez rodé aussi à tout ce qui est feu, voie publique. C'est 500 000 interventions, c'est aussi 25 000 accidents de circulation. Puis la grosse affaire des sapeurs-pompiers en France, c'est le secours à victimes. On en fait 410 000 par an. Et donc, les interventions de secours à victimes qu'on a conduites pendant les manifestations, encore une fois, ce n'était pas non plus quelque chose qui était abominable, puisqu'on était en mesure de traiter ces interventions. Voilà pour les connexions très fortes, l'intégration très forte avec la préfecture de police. Je dirais qu'en plus, au sein du centre opérationnel, on a le reporting des caméras du PVPP, donc du plan de vidéoprotection de Paris, ce qui nous permet de suivre aussi les manifestations, même si on n'a pas la main sur les caméras, ce sont les policiers qui ont la main sur les caméras, mais en fait, on arrive quand même à suivre les manifestations. C'est important pour notre partie renseignement. 5e caractéristique, on a une division santé importante. On a 70 médecins, essentiellement des médecins militaires, mais quelques médecins civils, et essentiellement urgentistes. Et ça, c'est important pour nous, d'abord parce qu'ils sont au service des sapeurs-pompiers quand on s'engage, et ça permet de s'engager en confiance quand vous savez que le commandement met en place une chaîne médicale avec des médecins aguerris qui sont allés en opération extérieure, etc. Donc c'est important pour nos sapeurs-pompiers de savoir qu'ils ont cette chaîne de santé. C'est notre assurance vie, et ces médecins entretiennent un rapport très fort avec les 4 SAMU, parce que autant la brigade est une sur les 4 départements, autant face à moi il y a 4 responsables de SAMU, le SAMU de Paris qui est un peu primus inter pares, et puis les 3 départements voisins, mais ils ont tous des contacts très forts avec nos médecins, et ça nous permet aussi de traiter avec la PHP et les 4 SAMU. Et puis enfin, dernière caractéristique, et ensuite je répondrai à votre question, Monsieur le Président, à vos 2 questions. Excusez-moi, je suis un peu long, mais je pense que c'est important pour la compréhension, c'est notre espace de manœuvre. Paris est atypique en France, donc on a un espace de manœuvre unique, des enjeux qui sont locaux, mais beaucoup d'enjeux qui sont nationaux. Tous les regards sont un peu braqués sur Paris dès qu'il y a un événement. On voit par exemple, moi je vais vous raconter 2 anecdotes. Il se trouve qu'en 1999, vous rappelez cette terrible tempête qui a sévi en France le 26 décembre 1999. Moi, à l'époque, par un heureux concours de circonstances, je passe Noël aux États-Unis dans une partie de ma belle famille, et je regarde à la télévision et on montre un arbre renversé à Place de l'Étoile. Bon, je me suis dit, un arbre renversé à Place de l'Étoile, c'est pas un grand truc. Et, bon. Et puis j'appelle quand même mon suppléant, parce que je commande une compagnie à l'époque, et il me dit, mais attends, on est sous la vague, on a des cheminées tombées de partout. Il était dans le 10e, ça n'intéressait pas les Américains, le 10e arrondissement. Voilà. Et en fait, les Américains avaient vu cette tempête et s'étaient concentrés quand même, et c'était reporté jusqu'aux États-Unis dans les journaux américains, cette tempête. Voilà. Et puis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, où là, là, tout le monde a suivi ça de par le monde. Est-ce qu'une autre cathédrale en province aurait brûlé de la même façon? Je ne sais pas s'il y aurait eu un tel écho dans le monde. Mais enfin, voilà, il y a toujours une résonance un peu particulière sur la plaque parisienne. Paris est habitué à organiser des grands événements. Ça a été le centenaire de 14-18, ça a été
la Coupe d'Europe de football en 2016. Ça a été d'une certaine façon la finale de la Coupe du Monde de football en 2018, quand l'équipe de France gagne et qu'ensuite elle descend les Champs-Élysées. Donc ça, c'est gros événement. Bien sûr, on a chaque année le 31 décembre, le 14 juillet, et puis bien entendu bientôt la Coupe du Monde de rugby et puis les Jeux Olympiques. Et tout ça fait que on est habitué à travailler en amont, à préparer, et c'est toute la planification qu'on fait en amont avec les services de la préfecture de police pour préparer de tels événements, ce qui fait qu'on est assez familier finalement. Toutes ces manifestations, j'en parlerai après, on a un travail préparatoire auquel on est assez accoutumé finalement avec les services de la préfecture de police. Voilà, après cette présentation un peu à grosse maille, je vais enfin rentrer dans le cœur du sujet. Alors, le sentiment des troupes. Alors, pour les grosses manifestations déclarées, parce qu'en fait, il y a des manifestations déclarées, puis des manifestations un peu improvisées ou non déclarées, où là, c'est plutôt le jeu du chat et de la souris. Mais les manifestations déclarées, grosso modo, on a mobilisé jusqu'à 250 sapeurs-pompiers, une quarantaine d'engins spécifiques dédiés à la manifestation. C'est-à-dire que c'est des sapeurs-pompiers qui montent, qui sont des engins prépositionnés. Et donc, moi, j'allais les visiter. J'allais visiter mes équipages avant la manifestation. Bon, généralement, ils étaient en place vers midi, 13h. Voilà. Et puis, et moi, je faisais ma tournée des popotes avec mon adjoint. On allait visiter ce qu'on appelait les petits détachements qu'on prépositionnait. Ils étaient très déterminés, ils étaient très résolus, ils avaient l'impression qu'ils étaient au cœur de l'actualité. Voilà. À la fin de la manifestation, ils avaient le sentiment du devoir accompli. Alors il peut y avoir un sentiment un petit peu d'amertume, de voir les dégâts, de voir la casse, de voir le comportement de certains, mais je pense que ce qui prédomine avant tout, c'est le sentiment du devoir accompli, c'est-à-dire que quand il y avait des gens à sauver et à intervenir, on est allé, et on les a transportés à l'hôpital. Quand il y avait des feux à éteindre dans les délais, on les a éteints. Donc c'est ça, voilà. Donc deux sentiments qui prévalaient, la détermination et le sentiment du devoir accompli une fois la manifestation terminée. Voilà, qui prédominait, si vous voulez, par rapport à une espèce de sentiment qui pourrait être de lassitude, d'amertume, etc. Voilà pour le sentiment de mes troupes. Encore une fois, ce sont des gens jeunes, voilà, ils ont 28, 29 ans en général. Il y en avait, par exemple, moi j'ai croisé des jeunes, c'était leur première intervention. Mais bon, ils sont bien encadrés, mais voilà, ils sortaient tout juste de l'école des sapeurs-pompiers de Paris. Et alors, la deuxième question, Guillaume, tu peux me rappeler, parce que j'ai écrit comme un cochon. Sur la dangerosité et les risques. La dangerosité et les risques. Alors oui, qui menacent les vies de tiers. En fait, on n'a fait finalement pas tellement d'urgence absolue, mais le risque est réel. On a fait 3 urgences absolues. Un manifestant qui s'est à moitié arraché le bras avec un mortier. Donc ça, c'est une mauvaise manipulation de pétard. Un policier qui a eu le visage brûlé gravement par un cocktail Molotov. Et puis une policière qui a eu un fémur cassé à la suite d'un jet de projectile pavé sur la jambe. Et donc ça, ce sont des victimes graves. Donc ça, voilà, le pavé aurait été sur la tête, peut-être que cette policière serait morte au moment où je vous parle. Donc le cocktail Molotov aussi. Ça, c'est des gestes qui sont très graves, qui peuvent tuer et qui sont, enfin, quand on commet ce geste, c'est pour faire très mal. Donc voilà pour la partie secours à victimes. Donc même si on n'a fait que ces 3 urgences absolues, finalement, le risque, il est en permanence tout au long de la manifestation à cause de déchaînement de certains. S'agissant des incendies, il y a 2 types d'incendies. Il y a les feux de poubelle qui servent à attirer au milieu des rues, qui servent à gêner la progression peut-être des forces de l'ordre ou des pompiers, ou qui servent à attirer les caméras de chaînes de télévision continue. Et puis, il y a les feux de poubelle en façade, qui, eux, peuvent être très périlleux parce qu'ils peuvent finalement se propager au bâtiment. Il suffit qu'ils soient sur un poteau de gaz, si vous voulez, avec des conduites de gaz. Il suffit que même des conduites d'air, et puis la fumée part dans les circulations d'air, etc. Donc les feux en façade, eux aussi, sont très dangereux. Et donc la difficulté pour nous, enfin la difficulté, c'est pas la difficulté, c'est le défi en tout cas, c'est d'intervenir rapidement. Je vous ai dit qu'il fallait que les pompiers, mes prédécesseurs avaient installé des postes de secours et des centres de secours à proximité des faubourgs. Et bien là, c'est toujours pareil. Il faut qu'on intervienne très rapidement
à la fois pour secourir les personnes qui sont gravement atteintes par les jets de projectiles principalement, et à la fois, dans certaines circonstances, pour des feux qui menaceraient des bâtiments. Autant pour certains feux de poubelle complètement isolés qui ne menacent pas, on intervenait avec la DOPC, mais la DOPC nous donnait en fait, on était vraiment concurrents et la DOPC nous donnait le rythme. Autant pour les feux de bâtiment, parce qu'on a eu une dizaine de feux de bâtiment, là, la DOPC voyait très bien que c'était l'urgence, c'était d'intervenir, et si c'était pas sécurisé, on intervenait quand même, et puis après, la DOPC se débrouillait pour sécuriser ensuite. Voilà. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, mon général. Simplement un élément de précision par rapport à ce que vous avez pu dire. Est-ce que les sapeurs-pompiers de Paris, plus particulièrement à partir du 16 mars et dans les jours qui ont suivi ou les manifestations qui ont suivi, est-ce qu'ils ont été eux-mêmes l'objet de violences et d'agressions? Alors, vous savez, pour pouvoir intervenir rapidement, on a mis en place différents modules et on a notamment des motards. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les caméras de télévision, des motards qui sont en tenue rouge et qui interviennent très rapidement avec des petits extincteurs sur le dos, là, et puis ils interviennent très rapidement pour éteindre les feux naissants. Et là, un motard a reçu un jet de projectile sur sa roue. Donc c'était certainement lui qui était visé, mais c'est sa roue qui après il est tombé. Et donc c'est le seul blessé qu'on a eu au cours de toute la période. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Il a été blessé légèrement, il a une luxation de l'épaule. Voilà. Sur toute la période. Voilà. Maintenant, nos sapeurs-pompiers de Paris, eux-mêmes, il n'y a pas eu de blessés, mais on a eu un certain nombre de véhicules qui ont reçu des jets de projectiles, mais nos gens étaient à l'intérieur, donc ils n'ont pas été eux-mêmes blessés. Je vais reprendre mes chiffres. Cinq détériorations de véhicules. Voilà, 5 sur l'ensemble des manifestations. Dans les questions qui m'ont été proposées par le rapporteur, on remonte jusqu'à 2018 et on se rend compte qu'il y a eu des périodes plus difficiles. Et même à la brigade, si vous voulez, régulièrement, le 31 décembre, le 14 juillet, on reçoit des jets de pierre sur nos véhicules, etc. C'est toujours pénible, mais c'est malheureusement quelque chose pour lequel on est assez familier, quoi. Merci beaucoup, mon général. Je vais passer la parole à Monsieur Florent Boudier, rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Général pour ce rappel d'histoire aussi. Vous êtes remonté, vous avez montré dans quelle séquence historique les sapeurs de pompiers de Paris se situaient. Vous êtes un petit peu plus vieux que moi, mais à peine en général. Vous avez répondu sur les dégradations corporelles, matérielles, qui sont assez faibles. J'avoue que je suis assez surpris. Je pensais que vous alliez nous donner des informations de dégradation forte auprès des hommes, des femmes et du matériel. Je suis surpris aussi du nombre de prises en charge de victimes que vous indiquez, mais vous avez parlé uniquement des urgences absolues, donc peut-être un point plus général, parce que, évidemment, il me semble que ça va bien au-delà. Une question, plutôt deux questions. Un, sur l'intensité de violence. Si l'on devait rentrer dans une forme de comparaison, comment situez-vous les violences auxquelles vous avez été confrontés dans la dernière période, par exemple à la période des Gilets jaunes? Quel type de comparaison vous faites? C'est un travail difficile que je vous demande, hein, évidemment, de comparer ce qui, dans chacune des situations, est de toute façon inacceptable. Et deuxième question, celle des entraves éventuelles à l'intervention des sapeurs. On voit dans un certain nombre de situations que les sapeurs-pompiers ont été empêchés d'intervenir. Est-ce que ça a été le cas dans la séquence qui est couverte par la commission d'enquête, ou en tout cas depuis le 19 janvier, début des premières manifestations, parce que bien sûr cela impacte beaucoup sur votre capacité à répondre aux risques, et vous avez dit à quel point l'une des priorités pour vous est d'être près du risque. Bon, monsieur le rapporteur, sur le nombre total de blessés, tout d'abord, donc on a porté secours à 237 personnes. Donc dans les 237, vous voyez qu'il n'y a que 3 urgences absolues. Le reste, ce sont des urgences relatives. Donc 146 victimes civiles, 89 policiers et gendarmes,
et 2 journalistes. Voilà. Les traumatismes des urgences relatives, c'est de la petite contusion, c'est des petits chocs, c'est des malaises aussi. Hein. Il y a aussi des victimes qui font des malaises. Ça n'a rien à voir avec la manifestation, mais voilà, il y a des gens qui font des malaises parce qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps, qui s'évanouissent, etc. Voilà. Il y a parfois aussi des victimes en état d'ébriété sur certains cas. Donc voilà pour la. Est-ce que vous voulez que je vous donne les incendies aussi pendant qu'on y est ou... Voilà. Alors pour les incendies, 1536 feux, donc essentiellement des feux de voie publique, 1522 feux de voie publique, voilà, dont 39 véhicules. Donc le reste, c'est plutôt des poubelles, des bornes de recharge Vélib, des barricades de fortune, des petits véhicules de roues, voilà. Et puis 14 feux de contenants. Donc 14 et 1522, ça fait 1536. Dans les feux de contenants, celui qui a été le plus bien médiatisé, c'est le feu du Haut-Vent du restaurant La Rotonde, dans le 6e arrondissement, qui est un feu de kiosque, un feu de banque, donc ce feu de restaurant, et puis un feu important, place de la Nation. C'est un immeuble qui était en construction, enfin en rénovation plutôt. Et donc là, dans tout le rez-de-chaussée et le premier étage, il y avait encore des matériaux, des ouvriers. Et donc là, ils ont mis le feu à ça. Et il se trouve qu'il y avait des gens qui étaient sur le toit du bâtiment. Donc il avait fallu chercher. C'était des manifestants qui étaient montés sur le toit du bâtiment. Voilà pour les feux. Ce qui a aidé pour les feux, c'est pour ça que c'est un chiffre important. Typiquement, par exemple, le 23, je vous donne ce chiffre du 23 mars, 374 feux, rien que la manifestation du 23 mars. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les éboueurs n'ont pas ramassé les poubelles. Et donc, pour les manifestants, c'est quand même très facile. Vous avez tous les X mètres, vous avez des poubelles. Et donc, ce qu'on a vu le 23 mars, on a réagi ensuite pour les autres manifestations. C'est-à-dire qu'en fonction de l'itinéraire qui avait été déterminé en lien avec les organisations syndicales et la préfecture, la veille, j'envoyais des officiers en reconnaissance pour être sûr qu'il n'y ait pas de poubelle. Et on obtenait de la mairie de Paris que les axes, les itinéraires soient nettoyés. Voilà. Alors parfois, dans les rues attenantes, il y avait encore quelques poubelles, mais l'idée, c'était quand même de dégager pour minimiser le risque. Voilà. La comparaison maintenant entre les manifestations de cet hiver et les gilets jaunes. Alors, le niveau de violence, j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de niveaux de violence les gilets jaunes sur la période 2018, si vous voulez, la période qui commence du 17 novembre, les 4-5 manifestations de la fin 2018. Là, on a eu beaucoup d'agressions contre nous, hein, mais pas des agressions, plutôt les agressions contre les véhicules, si vous voulez. C'était assez paradoxal. C'est-à-dire qu'ils nous lançaient des jets de projectiles sur les véhicules, mais quand il fallait éteindre, ils nous laissaient passer. Et parfois, ils nous aidaient à tirer les tuyaux. C'était tout à fait étonnant. On a des images ahurissantes. Je pense qu'il y avait peut-être plus de désespoir du côté des gilets jaunes dans ces manifestations-là, que de la volonté de casser du flic, pardonnez-moi l'expression, pour cette année, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce n'était pas tout à fait la même violence. Et ensuite, ça s'est beaucoup calmé. Le paroxysme de la violence des Gilets jaunes, c'est l'année 2018. Ensuite, il y a eu de temps en temps des accès de fièvre, mais ça n'a rien à voir. Moi, j'étais déjà là en 2018. Alors, je n'étais pas général, mais je peux comparer. Et voilà, nos engins ont été beaucoup plus abîmés fin 2018 qu'ensuite toutes les autres manifestations Gilets jaunes. Voilà. Après, il y a eu une petite manifestation Adama Traoré en juin 2020 ou 2021. Je ne sais plus les dates précises, je les avais notées. C'était en 2020, en juin 2020, donc avec encore un certain nombre d'agressions et toujours le même mode d'opération, hein, c'est-à-dire des jets de projectiles. Bon, parce que, en fait, comme on est quand même pas très loin des camions de CRS ou des escadrons de gendarmerie, eh ben, ils visent. Et puis parfois, voilà, je pense que je pense pas qu'ils aient quelque chose contre les pompiers, c'est-à-dire qu'ils nous assimilent et puis c'est vrai qu'on est à côté, on est stationné à côté. Voilà. Mais en même temps, c'est une vraie réflexion qu'on se pose. Est-ce qu'il faut qu'on soit aussi engagé à côté ou est-ce qu'on affiche une neutralité, si vous voulez ? Mais en fait, moi, je travaille au profit du préfet de police. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Ça serait quoi d'être neutre ? Enfin, moi, si je veux que les gens puissent manifester pacifiquement
et ne puissent pas être gênés par des feux, par des incendies, ou par des jets de projectiles, ou des jets de pétards, de mortiers. Et donc, ça ne me dérange pas d'être à côté du véhicule de la gendarmerie mobile, ou de l'escadron de gendarmerie mobile, ou de la compagnie républicaine de sécurité. Voilà pour la partie comparaison. La partie entrave, la question sur les entraves éventuelles. Encore une fois, non, on n'a pas eu d'entrave, un peu de tension parfois, mais on avance prudemment, on roule au pas. Et puis, je pense que, si vous voulez, il y a d'un côté les Black Blocs et puis de l'autre côté le manifestant un petit peu lambda, quoi. Et celui-là, il va nous laisser passer. Ils sont quand même bien plus nombreux que les Black Blocs. Voilà. Les Black Blocs, ils sont très mobiles. Enfin, moi, je pense que le préfet de police a dû vous en parler très très bien, mais c'est pas la même population. Et donc, je pense que les Black Blocs, ils sont en confrontation. Et s'il y avait un feu, par exemple, avec plein de Black Blocs qui nous auraient empêché d'y aller, mais un feu, encore une fois, au milieu d'une place, n'ayant pas de risque de propagation, eh ben, on le laissait brûler la poubelle. Voilà, tant pis pour les caméras de télé qui voyaient ce feu et qui disaient que c'était le désordre dans Paris, mais il faut mieux ne pas se faire un affrontement supplémentaire de trop. On laissait brûler et puis voilà. Voilà, mais sinon, non, pas tellement d'entraves pendant l'hiver. Merci beaucoup, mon général. Je me tourne vers les collègues. Est-ce qu'il y a des demandes de questions? Madame Ferrari, je vous en prie, je vous passe la parole. Merci, Président. Colonel, Général, merci pour votre présence. Bon, moi, à titre personnel, j'ai un attachement particulier pour les sapeurs-pompiers de Paris, puisque je viens du pays du malheureusement regretté Simon Cartanaz. Voilà. Donc, alors moi, plusieurs questions. On a parlé des Black Blocs, vous venez de les évoquer à l'instant. Est-ce que du coup, vous avez changé de doctrine opérationnelle pour vous adapter justement à ces mouvements? Vous venez de l'évoquer un peu au cours de vos propos, qui sont extrêmement violents et qui pourraient du coup menacer vos hommes, mais qui vous aussi vous imposent d'être beaucoup plus réactifs, j'imagine, en fonction des blessures ou des dégradations qu'ils pourraient causer. Deuxièmement, quand vous devez intervenir sur un blessé qui est interpellé, comment se fait le lien avec les forces de police à ce moment-là, avec les forces de l'ordre? Et est-ce que vous avez constaté des blessures plus importantes que d'autres? A priori, vous nous avez indiqué que non auparavant. Mais est-ce que sur ces manifestations, vous avez vu des choses qui laisseraient à supposer qu'il y a eu des violences plus importantes que par le passé? Et sur le profil des incendiaires, puisque j'imagine que vous devez avoir une certaine expérience, un certain recul des incendiaires, est-ce que vous avez aussi identifié des profils qui seraient différents, avec une forme finalement de professionnalisation, si j'ose dire, je ne sais pas si le terme est bon, mais de ces incendiaires qui s'organiseraient en mouvement, ou alors c'est vraiment ce qu'on suppose aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui se seraient laissés entraîner et puis qui, voilà, au gré de la manifestation, jettent un briquet sur les poubelles pour faire partir le feu. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Ferrari. Mon général, je vous repasse tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, d'abord, nous partageons la même affection pour Simon Cartanaz, puisque je le visite chaque année. J'habite à 30 km, enfin, ma maison de campagne est à 30 km de la sienne, donc, enfin de sa vraie maison. Ouais. Et donc, je vais me recueillir chaque année au cimetière d'Entremont. La doctrine opérationnelle, elle a évolué, bien entendu. Il faut qu'on soit plus mobile. Et donc, pour tout vous dire, on avait perdu un petit peu ce qu'on avait gagné lors des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y a eu plus d'une cinquantaine d'actes. C'était les actes 1, etc., là, tous les samedis. Et donc là, on était très rodés. Et ensuite, ça a été un peu plus calme, finalement, en 2021-2022. Et donc là, il a fallu reprendre un petit peu le dispositif qu'on avait avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire on a beaucoup plus d'intégration avec nos MIR, donc nos motos d'intervention rapide, qui sont intégrées dans les Braves M. Alors on n'a pas beaucoup, parce qu'en fait c'est un vrai métier de conduire une moto, et moi je n'ai pas l'argent pour avoir des sapeurs-pompiers de Paris qui fassent que ça, quoi. Donc j'ai des sapeurs-pompiers de Paris qui sont des motards, qui ont des permis moto, on les entraîne tous les vendredis, mais on ne peut pas en mettre autant qu'on voudrait. La préfecture aimerait bien qu'on en ait plus, mais on a grosso modo en permanence, on peut mettre 6 équipes, donc 6 motos, c'est pas beaucoup, hein, mais ils font un travail remarquable. Eux, ils interviennent très rapidement. On a des détachements à pied qui interviennent aussi, alors qui sont à la fois au profit des policiers ou des gendarmes qui recevraient des projectiles, mais qui peuvent intervenir aussi au profit des victimes. Et puis on a des modules intégrés police,
alors on dit police, mais ça peut être la gendarmerie, hein. Donc ça, c'est carrément des engins pompes qui sont dans la colonne d'engins de la police. Et en fait, si vous voulez, une manifestation, ce sont des éléments, enfin, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est toujours un cortège qui se déplace, et puis ensuite ça se finit sur une place. Voilà. Et donc tout au cours du déplacement du cortège, ces modules, en fait, que ce soit les détachements à pied, les MIR, les modules intégrés police, accompagnent dans le mouvement, flanquardent, si je devrais prendre un terme militaire, flanquardent la manifestation, donc longent la manifestation, pour pouvoir être le plus près au cas où il y a un clash entre manifestants et forces de l'ordre. Donc la doctrine, c'est ça, c'est on est bien intégré et on essaye d'être les plus mobiles possible. Voilà, on a progressé, on n'avait pas de détachement à pied, maintenant on a des détachements à pied qui accompagnent les... Voilà. Et puis nos MIR ont été mis en place par le préfet de l'Allemand quand il avait pris... donc si vous voulez, c'était plutôt au milieu des Gilets jaunes, on va dire. Voilà. Puisqu'au départ des Gilets jaunes, c'était le préfet de Delpech, et quand le préfet allemand est arrivé, on a mis en place les MIR. Donc c'est quelque chose qui a évolué aussi. Voilà pour la doctrine opérationnelle. S'agissant des blessés interpellés, est-ce qu'il y a une violence plus importante? Encore une fois, le seul manifestant qui a été blessé, mais il s'est blessé lui-même avec son mortier, et on l'a transporté à l'hôpital. Après, quand il est sorti de l'hôpital, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ça, je ne sais pas s'il a été interpellé après, mais nous, on l'a transporté à l'hôpital, on ne l'a pas transporté au commissariat, si vous voulez. Il avait un bras en lambeaux, donc l'important, c'était de le soigner. Les profils des incendiaires. Quand il y avait beaucoup de poubelles dans les rues, effectivement, n'importe qui pouvait être mis le feu. Ça, c'était une solution de facilité. Ils avaient vous savez, un peu comme pour allumer de votre barbecue, là. Hein, voilà. Donc, ils avaient... Alors, normalement, je sais qu'il y avait pas mal de fouilles de sacs qui étaient faites en amont par les forces de l'ordre pour justement essayer de détecter ce genre d'appareil pour allumer les barbecues, ou ils façonnaient eux-mêmes, ils fabriquaient eux-mêmes des appareils pour mettre le feu plus rapidement. Est-ce qu'il y avait ça déjà au moment des Gilets jaunes? Je sais qu'il y a eu énormément de feux de voiture aussi au moment des Gilets jaunes. Est-ce que, vous voyez, je ne sais pas s'ils ont progressé là-dedans, mais en tout cas, je pense que vous avez raison, il y a à la fois un petit pourcentage de malfaisants qui veulent vraiment faire du mal, et puis un gros pourcentage d'opportunistes qui veulent jouer, qui sont idiots, et qui ont les moyens du bord, le briquet, et qui va mettre le feu. Mais donc le gros pourcentage d'opportunistes, lui, c'est le même tout le temps, et le petit pourcentage de malfaisants, est-ce qu'il a progressé dans le fait de pouvoir mettre à feu plus rapidement, etc. Certainement, oui, ils doivent communiquer entre eux, etc. Ils doivent progresser. Voilà. Mais peut-être la DRPP, à la limite, pourrait vous le dire. Merci beaucoup, mon général. Je me tourne vers les collègues. Manifestement, il n'y a pas d'autres questions. Monsieur le rapporteur non plus. Eh bien, dans ce cas-là, mon général, mon colonel, merci beaucoup pour votre présence. Merci de nous avoir éclairé sur l'action des sapeurs-pompiers de Paris et la manière dont vos troupes ont pu vivre cette période de manifestation. Et donc, nous comptons sur vous pour que vous puissiez nous transmettre de manière écrite les réponses au questionnaire. Merci encore. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je lève la séance et je vous fixe rendez-vous à demain après-midi pour la suite des auditions. Merci beaucoup.